Bien, bonjour à tous. Donc, on va complètement changer de registre et je vais essayer de brosser un tableau assez synthétique de ce qu'on pense être l'avenir pour la chimie du bois. Alors, la chimie du bois, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis toujours, les hommes ont essayé de tirer des produits chimiques à partir du bois. Mais je dirais que la chimie du bois a surtout acquis ses lettres de noblesse avec le développement de l'industrie papetière, donc au milieu du 19e siècle, puisque en fait, pour faire le papier, donc on a extrait la cellulose du bois par des manipulations de chimie. Et effectivement, les papetiers sont les premiers chimistes industriels du bois. Bien, diapositive suivante. Alors en fait, on va bien sûr dépasser la production de cellulose. L'enjeu maintenant est complètement différent. Et en fait, on doit et on se place dans le contexte de ce qu'on appelle aujourd'hui la bioraffinerie. Alors la bioraffinerie, qu'est-ce que c'est? En fait, cette bioraffinerie, ça consiste à transformer la biomasse en biocarburant, en bioplastique, en différents produits chimiques. Et l'objectif est finalement de remplacer les ressources fossiles dans la production de ces produits. Alors, bioraffinerie, c'est quelque chose qui est à la mode et ça mobilise aujourd'hui effectivement de très, très nombreuses équipes. Diapositive suivante. Donc, l'enjeu, comme on va le voir, il est immense puisque aujourd'hui, quand on regarde les quantités de biocarburants utilisés, c'est absolument phénoménal. Quand on regarde les produits chimiques, on va voir c'est moins important, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, pratiquement tous les produits chimiques qu'on utilise viennent des ressources fossiles. Donc la bioraffinerie, l'enjeu c'est ça, l'enjeu c'est d'arriver à remplacer les ressources fossiles pour faire tous ces tous ces carburants et pour faire tous ces produits chimiques dont on se sert aujourd'hui. Diapositive suivante. Alors quand je dis que l'enjeu est immense, c'est quand même intéressant d'avoir une idée des volumes mis en jeu. Si on regarde uniquement la seule ressource pétrolière, en fait, les quantités de pétrole consommées aujourd'hui dans le monde, c'est proche de 5 milliards de tonnes, ça a un petit peu baissé ces temps-ci, disons 4,6 milliards de tonnes. Et à quoi est utilisé ce pétrole? Vous voyez que c'est essentiellement pour le transport et le chauffage. Et là, ce sont des carburants liquides en majorité, donc 86% tous les deux ajoutés. Donc, ça fait 4 milliards de tonnes de combustible liquide issu du pétrole. La chimie, la chimie, c'est 10% du pétrole, donc c'est déjà des quantités qui sont un petit peu moins grandes. Ça fait en gros 400 à 500 millions de tonnes et quelques autres applications. Mais bon, quand on regarde encore une fois ces volumes et qu'on se dit, tiens, est-ce que la biomasse a de la place là-dedans? On est tout de suite quand même impressionné parce qu'on se rend bien compte que c'est inimaginable de pouvoir remplacer le pétrole par la biomasse. Bien, donc l'enjeu, il est quand même là et effectivement, depuis une vingtaine d'années, beaucoup de chercheurs puis d'industriels se sont dit comment est-ce qu'on pourrait fabriquer ces carburants, fabriquer ces produits chimiques à partir de la biomasse végétale. Alors, ce qu'on a fait, on a regardé quelles étaient les biomasses qui étaient produites actuellement en quantité importante pour avoir un espoir d'avoir des taux de remplacement qui soient significatifs. Diapositive suivante.
Bien, alors quelles sont les biomasses qui sont disponibles aujourd'hui? Quand je dis disponibles, ça veut dire produites, parce que bien évidemment, elles ont des utilisations qui sont capitales. Les céréales. Alors les céréales, c'est 2 milliards de tonnes. Le pétrole, on a vu presque 5 milliards de tonnes. Donc on voit que les volumes de céréales produites sont effectivement très importantes. Essentiellement le maïs et le blé. Donc maïs, un petit peu plus d'1 milliard de tonnes actuellement. Les huiles, donc les huiles végétales, 150 millions de tonnes. Donc là, on est dans une échelle qui est quand même beaucoup plus petite, dont l'huile de palme, qui est la principale huile produite aujourd'hui, 65 millions de tonnes, puis d'autres huiles, bien sûr, que vous connaissez, colza, soja, tournesol, etc. Et ensuite, le sucre, 175 millions de tonnes dans le monde. Bon, bah, c'est des quantités qui sont à peu près équivalentes aux huiles. On voit que, bon, à part les céréales qui sont des volumes importants, on est là dans des volumes quand même relativement restreints. Alors, on peut qualifier quand même ces produits d'abondants, et c'est la raison pour laquelle les gens se sont tournés vers ces ressources pour essayer de faire des carburants et des produits chimiques. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, ces produits ont l'avantage d'être chimiquement simples en termes de formules chimiques, et disons que la transformation ne posait pas de problème technique. Alors, ce qui a été fait, et là je passerai quand même assez vite parce que ce n'est pas notre sujet, c'est plus le contexte, ce qui a été fait et qui est une réalité industrielle aujourd'hui, c'est effectivement la synthèse de biocarburants, donc le bioéthanol à partir des céréales et le bioéthanol à partir du sucre. Donc le bioéthanol étant susceptible de remplacer l'essence, et le biodiesel qui est fabriqué donc à partir des huiles, dont l'huile de palme, dont on a beaucoup parlé ces dernières années pour des raisons que j'indiquerai tout à l'heure. Alors, on a également utilisé ces matières premières pour faire de la chimie, donc essentiellement des plastiques. Aujourd'hui, l'essentiel des produits chimiques, c'est utilisé dans les plastiques. Donc en particulier pour faire des films d'amidon, donc qui sont en fait à la base de ces plastiques que vous avez dans les supermarchés pour remplacer les anciens sacs plastiques en polyéthylène, et également des polymères du type les polymères polylactiques, PLA, qui ont des propriétés extrêmement intéressantes. Bien, alors cette synthèse de biocarburants et de plastique à partir de ces céréales que je viens de mentionner, c'est ce qu'on appelle la première génération. Mais donc, on se rend bien compte aujourd'hui, et il y a eu de nombreux articles là-dessus, que en fait, cette première génération, elle est bien évidemment condamnée. En tout cas, elle a atteint ses limites pour différentes raisons. La concurrence alimentaire, c'est évident que éthiquement, c'est quand même assez discutable d'utiliser du blé pour faire rouler des voitures. Le bilan carbone, de plus, est assez décevant, puisque ces matières premières, il faut les collecter, etc. Et quand on regarde les consommations, cette fois, de carburants pétroliers pour transporter ces matières premières et les amener à l'usine, bon, on a des bilans carbone positifs par rapport à une utilisation de pétrole, mais c'est quand même relativement décevant. Les problèmes environnementaux, puisque c'est des cultures qui demandent pas mal d'engrais, donc bon, c'est source de pollution. Et enfin, un problème extrêmement important qui s'est révélé avec l'huile de palme, c'est la déforestation, puisque on a coupé des forêts natives primaires pour planter en particulier des palmiers à huile pour faire l'huile de palme. Bien, donc c'est la première génération, et diapositive suivante. Diapositive suivante.
Oui, merci. Non, 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 avant, s'il vous plaît, celle d'avant, voilà. Donc, à partir de ces ressources, donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui industriellement en termes de biocarburants. Donc, vous avez en marron clair, en beige, la production de bioéthanol, et puis en jaune et en orange, la production de biodiesel. Bon, on atteint, vous voyez, aujourd'hui à peu près 80 millions de tonnes. Disons qu'on va atteindre 100 millions de tonnes, mais on est loin des 4 milliards de tonnes de carburant liquide produit à partir de pétrole. Bien, donc diapositive suivante. J'en arrive maintenant au bois. Donc, effectivement, le bois est une ressource importante. 4 milliards de mètres cubes aujourd'hui de consommer à l'échelle du monde. Donc, en matière sèche, ça fait 2 milliards de tonnes, 2 milliards de mètres cubes de bois rond, 2 milliards de mètres cubes de bois de chauffage. Alors, quelle est la place du bois finalement dans ce concept de bioraffinerie? On va voir que, en fait, elle est essentielle. En tout cas, quand on dit essentielle, c'est par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc, c'est ce qu'on appelle la deuxième génération de bioproduits. Alors, pourquoi c'est essentiel? Parce que là, il n'y a pas de concurrence alimentaire, pas de déforestation, puisque contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, utiliser le bois, c'est éviter de le couper. Quand on fait de l'huile de palme, on coupe la forêt. Quand on utilise la forêt de façon durable, on utilise l'accroissement annuel. En fait, un bilan environnemental qui est beaucoup plus favorable en termes de CO2. Toute la logistique et la densité du bois font que on sait utiliser le bois de façon sobre. Et par exemple, si on prend que le problème des engrais, bon, il n'y a pas d'engrais ou très très peu utilisés pour faire pousser des arbres. Diapositive suivante. Alors le bois, le bois, c'est effectivement un gisement de produits chimiques, puisque quand on regarde la composition massique du bois, vous avez 40% de cellulose, 30% d'hémicellulose, de la lignine 25% et ce qu'on appelle des extraits extractibles 3%. Donc la cellulose polymère du glucose, donc on a là potentiellement un gisement de sucre. Les hémicelluloses, on a donc un polymère également de sucre qui sont en général pas le glucose. Ici, ce qui est représenté, c'est du xylose. La lignine, produit intéressant puisqu'il est aromatique, donc il fait partie des produits qu'on trouve dans le pétrole. Donc pour remplacer le pétrole, ces aromatiques auraient un intérêt. Et ensuite des extractibles qui sont des hydrocarbures. Diapositive suivante. Donc l'évolution de l'utilisation du bois. On a commencé jadis par utiliser le bois pour l'énergie, bien sûr, ça continue. Ensuite, on a construit à partir du bois. Ensuite, on a fait du papier à partir des fibres. Et maintenant, donc, on serait dans cette ère de biomolécules faites à partir de bois. Diapositive suivante. Bien, donc, c'est ce que je viens de dire. Le bois représente un gisement de produits chimiques extrêmement important, qui n'est pas lié à l'alimentation. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que cette chimie du bois est devenue vraiment une réalité industrielle. Et je vais vous présenter des investissements qui sont considérables en termes de volume financier et qui sont en général portés par l'industrie de la cellulose, qui, je le rappelle, est en croissance à peu près de 2% par an. Et cette industrie de la cellulose a l'expertise de la chimie du bois, je vous l'ai dit, puisque ce sont eux, les papetiers, qui ont appris à traiter chimiquement le bois pour en extraire la cellulose. Donc, diapositive suivante. Donc, quelles sont les applications en chimie que l'on voit aujourd'hui? Donc, je donne cet exemple de la cellulose textile. C'est plus une cellulose papetière, c'est une cellulose beaucoup plus pure. Donc, cette cellulose textile est produite dans le monde aujourd'hui à 6 millions de tonnes environ, avec une croissance de 6 à 10% par an. Donc, c'est quelque chose qui est en plein développement. Et vous avez, par exemple, le dernier investissement qui a été annoncé au Brésil, avec une usine qui ferait 500 000 tonnes par an de cellulose pure,
et un investissement, pour donner une idée, de 1,2 milliard d'euros. Alors ça, c'est le Brésil. En Finlande, même chose, donc une usine qui va démarrer là maintenant, avec 500 000 tonnes de cellulose pure par an, qui va s'ajouter donc à ce qui existe déjà. Et aujourd'hui, on a pratiquement 7% des textiles qui sont issus du bois. Diapositive suivante. Donc, on vient de voir la cellulose à usage textile. Autre investissement extrêmement important, donc c'est le biodiesel à partir, cette fois, d'extractibles du bois. En fait, les usines qui traitent la cellulose peuvent récupérer les extraits du bois, je vous ai dit quelques pourcents par rapport au bois, et UPM, donc société finlandaise, vient de lancer donc la production de biodiesel à l'échelle industrielle, 100 000 tonnes par an. Diapositive suivante. Alors, comment est-ce qu'on fait du biodiesel à partir de ces extractibles? Donc, vous avez en bas la formule d'un des extractibles qu'on retire des résineux, donc l'acide abietique, et cet acide abietique est hydrogéné pour faire du biodiesel. Alors, en général, pour faire du biodiesel, il faut des carbones, donc c'est des chaînes d'hydrocarbures en C12. Ici, vous avez 20 carbones dans cette molécule, mais par hydrogénation, on arrive à couper la molécule et on fait donc du biodiesel. Diapositive suivante. Donc, autre investissement pour faire la même chose, donc l'usine SCA Ostrand en Suède, donc qui va faire 300 000 tonnes par an de biofuel, essentiellement du biodiesel. Donc, vous avez le site ici sur cette photo et en grisé, vous avez l'installation qui permettra de faire du biodiesel à partir à la fois des extractibles que qu'on vient de voir, et en même temps à partir de déchets forestiers qu'on va hydrogéner pour faire du diesel. Diapositive suivante. Donc, on a vu la cellulose pure, on a vu le biodiesel, maintenant des produits chimiques qui sont faits directement à partir du bois. Donc, l'éthylène glycol. L'éthylène glycol, c'est ce qu'on appelle un synthon. C'est un produit chimique qui va servir à faire des polymères. Quel genre de polymères? Donc, diapositive suivante. Des polyesters. Et les polyesters, aujourd'hui, sont fabriqués, bien sûr, à partir de pétrole. Mais vous voyez que la consommation de polyester est une consommation qui croît considérablement. Donc, pour faire quoi? Pour faire des textiles, pour faire des bouteilles, les bouteilles de coca, les bouteilles d'eau minérale. Et en fait, cet éthylène glycol rentre dans la synthèse de ces polyesters. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que cette usine de Leuna en Allemagne, à partir de bois, va faire un investissement de 550 millions d'euros pour fournir à l'industrie chimique pour faire des polyesters. Donc, diapositive suivante. Comment est-ce qu'on fait des polyesters? Et bien, on prend le bois, on l'hydrolyse dans l'eau supercritique, c'est-à-dire des conditions extrêmement dures, et on arrive à hydrolyser la cellulose en glucose, les hémicelluloses en xylose, et il reste la lignine. Et vous voyez sur la gauche ici une formule de glucose. Par action d'hydrogène, on fait 3 molécules d'éthylène glycol, qui va être la production donc, de l'usine. Le xylose, qui est produit également, va servir pour faire des produits chimiques. Et la lignine, on n'a pas beaucoup d'applications pour la lignine aujourd'hui, c'est en plein développement, mais là, va être utilisée pour recharge dans les pneus et également dans les joints. Diapositive suivante. Bien, donc, ce qu'on a vu, c'était en Finlande, au Brésil, en Suède et en France. Donc, en France, pour terminer, je vais vous parler de ce projet Biocube, qui est donc autour de l'usine Fibre Excellence qui est à Saint-Gaudens, dont vous voyez ici la figure. Diapositive suivante. Donc, ce projet Biocube, en fait, vise à faire à partir du bois une cellulose haute pureté. L'usine de Saint-Gaudens, aujourd'hui, fait de la pâte à papier. Donc, la pâte à papier, c'est de la cellulose qui n'est pas pure, qui contient encore à peu près 20% d'hémicellulose. Donc là, on passe vraiment vers de la cellulose pure pour faire ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire du textile ou éventuellement de la chimie avec cette cellulose.
Alors, en plus de la cellulose, donc l'usine vise à produire des sucres, en particulier le xylose, qui est très présent donc dans les bois feuillus. C'est les bois feuillus qui sont traités là-bas essentiellement, sous forme de xylane. Alors, les partenaires de ce projet Biocube, c'est des partenaires français. Donc, je les ai cités ici. Eurodia, c'est pour la séparation des produits. Cepic, c'est une filiale de l'Air Liquide pour faire des tensioactifs avec le xylose qui va être produit. Rocket également va utiliser le xylose pour faire de la chimie. Penachem, c'est une société française qui s'intéresse à ce qu'on appelle le furfural, qui est également un dérivé du xylose. Et ensuite, notre laboratoire est un laboratoire de Toulouse. Diapositive suivante. Donc, voilà le principe de la bioraffinerie française là, qui va être faite à Saint-Gaudens. Donc, vous avez le bois et ce que vous avez au milieu, c'est la ligne classique, cuisson craft, ça veut dire en fait traitement du bois par en milieu alcalin. Pour enlever la lignine. Ensuite, vous obtenez des fibres que vous blanchissez, vous faites des fibres de cellulose, aujourd'hui à usage papetier. Si on veut faire de la cellulose pure, il faut éliminer les hémicelluloses, et c'est ce qui est fait en rose, là, avant la cuisson, directement sur le bois. On fait une auto-hydrolyse, c'est-à-dire que le bois est chauffé, ce qui permet d'extraire les hémicelluloses sous forme de monomères ou d'oligomères. Et donc, c'est typiquement le xylose dont je vous ai parlé. C'est ce qu'on appelle la plateforme sucre. Alors, la cellulose, du coup, qui va être produite, va être une cellulose pure pour usage textile. Ce que vous avez en haut en bleu, donc dans la solution du procédé Kraft, vous avez de la lignine. Cette lignine en marron va être précipitée. Il y a des procédés pour faire ça et vendue pour l'industrie chimique. Et enfin, ce que vous avez en vert, en haut, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec UPM Timénée, c'est-à-dire les extractibles sont récupérés et peuvent permettre de faire du biofuel. Le procédé Biocube s'est essentiellement intéressé à ce qui est en rose, c'est-à-dire comment extraire les sucres à partir du bois directement avant de faire la cellulose, et également s'est occupé de valoriser la cellulose. Diapositive suivante. Bien, pour conclure, donc si on essaie de répondre à la question qu'on se posait au début, quelle est la contribution réelle de la matière première végétale dans le remplacement des ressources fossiles, il est évident par les chiffres que je vous ai montrés que la contribution sera faible, mais quand même potentiellement significative. On l'a vu pour les bioplastiques. Les plastiques, c'est 400 millions de tonnes ou 500 millions de tonnes, donc on peut quand même, avec la biomasse, faire des choses significatives, intéressantes. Au niveau des biofuels, il y a déjà des choses qui sont faites. Ça va continuer avec le bois, mais bon, ça restera quand même relativement faible. Mais ce qui est important, c'est de voir quelle est la place du bois dans ce remplacement, puisqu'on ne va plus beaucoup moins utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les céréales, les huiles et les sucres. Cette place, elle est essentielle, et pour en témoigner, je vous ai donné ces exemples. Vous n'avez peut-être pas fait vraiment attention, mais ce sont des investissements qui sont vraiment considérables, avec des tonnages qui sont très importants et qui vont pouvoir satisfaire les besoins, au moins d'une partie de l'industrie chimique aujourd'hui. Ces investissements, vous avez pu le constater, sont portés aujourd'hui par l'industrie de la cellulose. À UPM Timénée, c'est une société de production de cellulose, Fibre Excellence, cellulose, etc. Vous avez vu d'autres industriels que j'ai mentionnés dans les diapositives. Voilà, je vous remercie de votre attention. Dernière diapositive, c'est juste une image de Grenoble, plutôt au mois de janvier ou février. Voilà, merci beaucoup.